Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Le chiffre est alarmant. En 2019, mais c'est malheureusement quasiment ainsi chaque année, plus d'1 million de décès en Afrique sont imputables aux maladies cardiovasculaires. Pourquoi les maladies du cœur font-elles autant de ravages sur le continent? Nous recevons pour en parler le cardiologue camerounais Aimé Boni. Il est professeur de médecine, cardiologue praticien des hôpitaux de France, enseignant à l'université de Douala, président fondateur de l'Association panafricaine de rythmologie, président fondateur de l'Association panafricaine pour la recherche cardiovasculaire. Il est notre invité. Professeur Aimé Boni, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Richard Togbé, c'est moi qui vous remercie, c'est un honneur. Les maladies du cœur font partie des nouvelles pathologies qui endeuillent le continent. Comment l'expliquer? Quand on a plus d'1 million de décès chaque année, c'est-à-dire 13% de l'ensemble des décès en Afrique au sud du Sahara. En effet, la progression de l'incidence des maladies cardiovasculaires, incidence qui veut dire le taux qu'on trouve chaque année dans une population donnée. Et donc ce taux est en nette progression en Afrique plus que dans tous les autres pays du monde. Et ceci s'explique par plusieurs facteurs. Le premier facteur, enfin l'un des facteurs, c'est que on ne trouve que ce qu'on cherche et ce qu'on sait chercher. C'est pas qu'il n'y avait pas les maladies cardiovasculaires en Afrique dans les années 60, C'est ça. mais il y avait moins de médecins, moins de spécialistes et moins d'outils diagnostiques qu'aujourd'hui. Avec plus de médecins, plus de cardiologues, effectivement, on va dépister davantage. C'est pour ça qu'on a un taux significativement plus élevé aujourd'hui qu'avant. Deuxième facteur, c'est que les maladies ont ce qu'on appelle des facteurs de risque de développer la maladie. C'est que les facteurs de risque sont donc ces conditions qui, exposées à elles, vont permettre l'apparition d'une maladie. Oui. Les maladies cardiovasculaires ont donc des facteurs de risque. C'est par exemple l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, le fait de ne pas bouger, donc la sédentarité, le fait de fumer, mais aussi, et ça aussi c'est ce qui fait la différence entre les Occidentaux et nous, c'est la pauvreté. La pauvreté avec ses cortèges de pollution, comment éviter la pollution. Vous voyez par exemple au Cameroun, mon pays, aujourd'hui, on a des villes qu'on appelle les villes poubelles. C'est-à-dire que les poubelles, donc tous les détritus de notre domestiques et autres, se disputent la chaussée avec l'humain. Oui. Qui dit détritus dit après dégradation de toute cette saleté par les rayons, par le soleil et tout. Dégradation dit mauvaise odeur, dit microbes. Donc tout ça... Ça pollue l'air environnant. Ça pollue l'air, on respire ça. Et la pollution, les particules fines de pollution sont aujourd'hui le deuxième facteur de risque des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies respiratoires dans le monde. Et vous avez donc ça davantage dans nos pays. C'est pour vous dire que la pauvreté et la pollution vont de pair. Et donc, c'est des facteurs pour développer les maladies. On peut être propre, on peut assainir, on n'a pas besoin d'être riche pour être propre, pour assainir son environnement. Évidemment, mais parce que aussi, si vous ne tenez pas compte de ce que le tout développement est d'abord la pauvreté mentale. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Et donc, je vous disais que tous ces facteurs de risque, le diabète, l'hypertension, le tabagisme, il y a ça en Europe, il y a ça en Occident, il y a ça partout. Mais pourquoi les maladies cardiovasculaires progressent plus? Parce que ça, hein, on sait que dans les années 50, les Africains vont souffrir de maladies cardiovasculaires plus que les Occidentaux. Parce qu'on n'a pas de politique de prévention chez nous, alors qu'ils en ont. Ils fument peut-être autant que nous, ils ont le diabète et tout, mais sauf que c'est maîtrisé dans le sens où l'occidental, il vient consulter le médecin quand il n'est pas encore malade, quand la maladie ne se manifeste pas, pourtant elle est en lui. Il vient consulter, on dépiste
et on traite. Ou quand il sent les premiers symptômes ou un petit Non, malaise. il ne sent même pas moi, mais malade. Moi, Oui, j'ai des malades. le Le monsieur, il vient, il est fier de dire que oh, j'ai déjà 40 ans, il faut que je voie un médecin. Oui. Vous connaissez beaucoup d'Africains qui, parce qu'il a 40 ans, il va voir un cardiologue. Quand on n'a pas de quoi nourrir les enfants, c'est difficile d'aller chez le médecin quand on n'est pas malade. Donc, la pauvreté. La pauvreté, vous avez raison. Mais quand même, professeur, on a reçu pendant longtemps l'idée que les maladies du cœur, dont la première cause, donc l'hypertension, viennent du stress persistant. Nous sommes une société sans stress. Le stress, le vrai stress, c'est en Europe qu'on vit le stress. On court après le métro, on court après les horaires du travail, on est stressé tout le temps, alors qu'en Afrique, il n'y a pas de raison objective d'être stressé. Et pourtant le stress nous frappe. Monsieur Richard Tobé, oui. Vous posez une excellente question. Je pense que c'est la meilleure question qui m'a été posée dans le domaine de la santé depuis tout le temps. Vous posez une bonne question. Parce que des gens ont l'impression que, oui, le stress, bon, c'est à cause du stress. Et c'est que le stress est devenu la chose la plus fouettée, la plus malmenée, la plus battue par tout le monde. Parce que quand ça va, on dit le stress. Mais sachez une chose, c'est que le stress, il y a le stress positif et le stress négatif. On vit avec le stress. Le stress est même d'ailleurs important. Ça, c'est la théorie de Cellier. Le stress est important pour nos défenses, pour se développer. Parce que ça nous permet de mobiliser certaines substances dans l'organisme qui sont immunitaires. Le stress est important. Mais il y a un stress qui est délétère. Je vais donc vous dire qu'en fait, on va dire que les Occidentaux ont le stress positif et nous avons le stress négatif. Parce que vous vous imaginez, vous avez bien dit qu'en Occident, on stresse, on court après le métro, le bus pour aller au boulot. Oui. On a un boulot. Oui. On est content d'aller au boulot. Enfin, pas toujours, mais... Enfin, oui, moi, je fais le travail que j'aime. Honnêtement, quand on a un boulot, je pense qu'on aimerait avoir un boulot que de ne pas avoir un boulot. On est totalement d'accord. OK. Donc, on a le stress d'aller au boulot. Donc, on a le stress d'aller gagner son pain quotidien. C'est vrai. En Afrique, donc, qui dit pauvreté dit chômage. Oui. Ben, vous imaginez, on est à la maison, oui, on ne va pas courir pour aller au métro, mais sauf qu'on a un autre stress, le stress mental. Oui. Celui-là qui nous pourrit tous les jours parce que l'enfant vient, il n'a pas à manger, la précarité, il n'a pas été à l'école et tout. Ce stress-là, c'est un stress. Ce stress-là, lui, il est délétère. Et c'est celui-là que nous avons donc. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'on peut tout dire, on tourne toujours autour d'une même problématique, c'est la pauvreté. Le stress de la pauvreté, c'est celui-là qui va entraîner une augmentation de la mauvaise graisse dans l'organisme, ça va entraîner un peu plus d'inflammation et donc ça va faire qu'on va finalement avoir de l'angine de poitrine, la crise cardiaque. Aujourd'hui en Afrique, vous voyez, quelqu'un, on dit qu'il a 40 ans, il est mort, crise cardiaque. Oui. C'est ce stress-là. Professeur, si on vous suit bien, plus le niveau de vie augmente, moins on souffre de maladies cardiovasculaires. Oui. C'est-à-dire, plus riche on devient, moins on a de risque de mourir d'un AVC. Mais absolument, parce que plus on est riche, et la richesse aussi, ce n'est pas la richesse, le fait d'avoir l'assurance maladie avec sa mutuelle, dont vous êtes couvert, vous pouvez aller dans n'importe quel hôpital, vous êtes soigné, vous ne stressez pas, c'est une richesse. Puisque si vous transportez ça en Afrique, où c'est pay out of pocket, c'est-à-dire que c'est la famille qui a l'argent qui va à l'hôpital. Donc, quand vous êtes riche, vous allez par anticipation voir les médecins. On va vous découvrir une maladie plus tôt. Et on va la soigner efficacement. Et vous avez les moyens d'avoir le meilleur traitement possible. Mais vous allez quand même vivre plus longtemps que celui qui n'a pas ces moyens-là. Et qui ne va voir le médecin que quand c'est en phase finale. Absolument. Alors, professeur, c'est très intéressant. Ça veut dire quoi? C'est une forme de fatalité, finalement. Puisque vous êtes en train de nous expliquer que les loyers impayés, les enfants qu'il faut scolariser, mais on ne sait pas comment payer les frais de scolarité, on ne sait même pas comment arrondir les fins du mois, l'ensemble de ces facteurs endommage le bien-être intérieur et provoque donc un stress qui devient à la longue mortel. Absolument. Comment on fait finalement? Ce qu'on fait, c'est que, une fois de plus, on essaie de mettre l'individu, la population, au centre de toutes nos préoccupations politiques et de développement. On va
mettre en place, parce que ce n'est pas la richesse qui manque en Afrique, vous le savez très bien. Malheureusement, oui, c'est pas ça. C'est pas l'argent qui manque. Oui. Parce que quand vous l'avez dit dernièrement, quand un député de la RD Congo... moi, je n'ai pas cité de pays. Ah, vous n'avez pas cité. Bon, moi, je cite alors. Quand un député de la RD Congo, qui est un pays quand même sur le plan factuel pauvre, très pauvre, quand un député gagne plus qu'un député français, belge et autres, c'est pas normal. Ça pose un problème. Ça pose un problème de la richesse. De la richesse. Quand vous avez des ministres qui ont des milliards en banque, alors que la population n'a rien, il faut juste recentrer justement les priorités dans nos pays. Et cet argent-là, elle peut permettre de faire beaucoup de choses. Sauf d'autant plus que, en fait, il n'y a pas de développement sans recherche. Je crois que on va discuter de ça. La recherche et le développement est un pan très important du bien-être de l'humain. Et donc, il faut investir. Si vous n'investissez pas, vous n'aurez pas un retour sur un investissement. Tout cet argent qui est dilapidé comme ça, là, il suffit que ce soit recentré vers la recherche. La recherche coûte beaucoup. Sauf que la recherche en Afrique coûte 100 fois moins que la recherche aux États-Unis. Peut-être 50 fois ou 60 fois moins que la recherche en France. Sauf qu'on ne met pas pour les mêmes résultats. Ça veut dire qu'il ne nous faut pas beaucoup pour faire de la recherche endogène. Parce que la recherche qui est faite en Occident, avec des patients, si on est dans le domaine de la médecine, avec des patients occidentaux, les résultats qu'on va trouver, nous les transposons copier-coller en Afrique, alors que nous n'avons pas le même profil. C'est angoissant le sujet que nous sommes en train d'aborder dans cette émission. Deux leviers se dessinent pour l'État, pour la puissance publique. Il faut non seulement faire des recherches pour trouver les remèdes qu'il faut pour guérir les maladies, mais il faut aussi avoir la volonté politique de garantir des minima sociaux. Que ce soit plus un problème pour les populations d'aller à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, au moins les soins primaires sont administrés. Que l'école soit gratuite, véritablement gratuite pour les enfants. Et que ça ne soit plus source de stress pour les populations. Et ça, c'est ce qu'on n'arrivait pas à faire. Il y avait un président qui faisait ça, le président libyen, Kadhafi. Absolument. Il garantissait les minima sociaux à sa population. Il y a le président Kagame qui le fait aussi, d'une manière... Qui a commencé en donnant des vaches aux agriculteurs. Et qui a une couverture, il y a un minimum, vous arrivez, vous avez un package minimum pour vous faire soigner, après avoir cotisé l'équivalent, je peux me tromper, c'est un peu l'équivalent de, par famille, entre 1000 et 5000 francs CFA, vous couvrez votre famille sur les soins de première nécessité. C'est ce qu'on voulait. Et vous savez que la conférence d'Almata, dans les années 60, avait donc, sous la bannière de l'OMS, avait mis en place une politique, un programme de santé publique avec le slogan « Santé pour tous » à l'an 2000. Oui. Nous sommes en 2026. Il n'y a toujours pas santé pour tous. Oui. Pourquoi? Ce n'est pas les moyens qui manquent. Oui. Mais c'est la volonté politique. Au fond, professeur Aimé Boni, il y a des dirigeants qui, par leur gouvernance, tuent leur propre peuple, au fond. Oui. Parce qu'on ne garantit pas le minimum aux populations. Pas d'accès à l'eau potable pour tout le monde, pas d'accès aux soins de santé primaire, pas d'accès à l'école gratuite. Le pire, professeur, dans l'histoire, et c'est ça qu'on ne comprend pas, il faut nous expliquer, c'est qu'on est pris dans une espèce d'illusion des hôpitaux de référence qu'on construit dans nos capitales, alors qu'on sait très bien que la grande majorité de la population n'a pas accès à ces hôpitaux de référence. Mais aussi même parce que, vous savez, cette notion d'hôpital de référence, tu vois, en Afrique, on aime galvauder les termes, on aime faire du bling-bling, alors qu'au fond, il n'y a rien. Parce que vous entendez, on dit hôpital de référence. Oui. Ça veut dire que c'est là où on doit référer tous les cas qui ont dépassé les autres hôpitaux périphériques. C'est un peu l'équivalent de l'hôpital universitaire, là où il y a les meilleurs. Oui. Voilà, et quand c'est compliqué, on vient là.
c'est une organisation qui est identique partout. Hein. Oui. En France aussi, on sait tous que pour telle spécialité, voilà la référence et tout. Quand on ne peut pas, on envoie là-bas et c'est huilé, c'est bien plein. Mais sauf que dans nos hôpitaux de référence, je peux vous donner, moi j'aime citer les pays, hein, quand vous avez un pays comme le Niger, qui a conçu un très bel hôpital, le Tchad également, bien grand, d'ailleurs parfois même équipé, la plupart du temps même c'est les dons des pays arabes qui mettent des équipements là-bas, mais ça ne marche pas, c'est vide. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas la ressource humaine. Oui. Donc vous avez des hommes politiques qui, parce que c'est des dons, ils mettent en place un hôpital, mais parallèlement, ils n'envoient pas les nationaux se faire former dans les meilleures écoles occidentales pour revenir travailler. Et même si ça s'est fait, les populations, quand vous avez 50 000 francs de salaire, vous sortez difficilement 40 000 ou 45 000 pour aller faire un scanner. Mais bien sûr. Bien sûr, parce que parallèlement, effectivement, la couverture santé universelle n'est pas mise en place. Or, ce n'est pas extraordinaire. Hein. Les solutions existent. Les solutions existent. Une fois de plus, c'est un problème de volonté politique. Aimé Boni, je rappelle que vous êtes professeur en médecine, vous êtes cardiologue, praticien des hôpitaux de France, vous enseignez à l'université de Douala au Cameroun, vous êtes le président fondateur de l'association panafricaine de rythmologie et vous êtes également le président fondateur de l'association panafricaine pour la recherche cardiovasculaire. Espérons que quelques dirigeants tombent sur cette émission et comprennent que la solution existe. Il suffit juste d'avoir la volonté. Il suffit juste de faire appel aux meilleurs Africains. Il y en a, nous sommes nombreux, comme conseillers, pour venir vous dire comment est-ce que ça marche, parce qu'on vit dans des pays où ça marche. Et nous faisons partie justement de ce maillon-là qui fait marcher les pays occidentaux. On ne demande qu'à aider l'Afrique pour que ça marche aussi. C'était notre invité, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles au programme de NCA. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.